Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo et lors de chaque épisode, nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive et nous dévoileront leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer, en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Bienvenue dans la seconde partie de mon échange avec Pauline Soudi, cofondatrice et CEO de Fay, une entreprise sociale et durable à Shanghai. Chez la génération Z, encore plus que chez la génération des millennials, je pense qu'on voit une rupture assez forte en termes d'appropriation des enjeux. Je pense que c'est la première génération qui commence à vraiment étendre leur prise de conscience à des enjeux peut-être plus globaux, comme le sujet du plastique, le sujet du changement climatique, et avoir une prise de conscience qui est plus seulement ma santé et mon environnement, mais la situation du monde. Dans cette seconde partie, Pauline nous parle de la Chine, des différentes actions gouvernementales sur les sujets écologiques et sa vision du pays d'ici 2050. Elle nous partage également ses conseils pour devenir à son tour entrepreneur du changement. N'oubliez pas de mettre un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute, c'est ce qui me permet d'avancer et de convaincre les futurs invités. Bonne écoute. En revenant sur la Chine plus particulièrement et sur les entreprises chinoises sociales que tu as en visibilité, est-ce qu'il y a un penchant sur une thématique particulière, je sais pas, le plastique, l'énergie? Ouais, alors évidemment, le type d'entreprise et les secteurs qui sont les secteurs qu'on voit se développer dans tout ce qui peut être sustainability c'est souvent lié à l'impulsion qui est donnée par le gouvernement. Donc, on a beaucoup vu au tout début de l'entrepreneuriat social, des entreprises sociales, beaucoup sur les sujets de pauvreté, d'éducation, donc des sujets sur lesquels la Chine travaille depuis très longtemps, et pousse vraiment tous les efforts dans cette direction pour sortir le maximum de gens de la pauvreté. Et ces dernières années, on peut voir en effet beaucoup d'entreprises à impact se développer dans le secteur des packaging, des alternatives au plastique et aussi beaucoup tout ce qui est green tech et des énergies renouvelables. Ça vient évidemment d'une dynamique forte du gouvernement. Aujourd'hui, on voit pas mal d'entreprises aussi dans tout ce qui est plant-based, donc alternative à la viande, qui se développe beaucoup. On comprend donc que la création d'entreprise, elle est basée du coup sur des actions gouvernementales de la Chine. C'est quoi ta vision sur les actions gouvernementales justement de la Chine et sur l'écologie? Alors, vaste question. C'est assez compliqué de vraiment analyser et de prétendre savoir quelles sont les intentions vraiment du gouvernement chinois en termes d'environnement. Ce qu'on a pu voir en tout cas sur les dernières années, c'est que au dernier congrès du parti, donc tous les ans il y a un 5 years plan, tous les 5 ans il y a un nouveau 5 years plan, donc le dernier était en 2016, c'était le 13e plan sur 5 ans, et c'était le premier plan où le gouvernement chinois a vraiment posé une intention très très forte sur l'environnement, a annoncé que pour la première fois une volonté d'avoir une croissance plus modérée afin de préserver et de régénérer aussi l'environnement. C'était la première fois que le mot environnement était prononcé plus de fois que le mot croissance. Et donc ça a donné quand même une dynamique très forte. C'est pour ça aussi que sur les dernières années, on a beaucoup parlé de la Chine qui s'éveille en termes de politique environnementale et qui essaierait de prendre le pas au niveau mondial pour mener la transition. Je pense qu'il faut faire aussi un peu attention avec ce genre d'interprétation. On sait que le gouvernement s'est saisi depuis longtemps des sujets de pollution de l'air, de pollution de l'eau, de la question de la sécurité alimentaire.
parce que c'est le premier driver, et ça reste le premier driver de la sustainability en Chine, c'est la santé. C'est la volonté des Chinois de préserver leur santé face à tous les désastres environnementaux qu'il y a pu avoir ces dernières années. Et le gouvernement chinois sait très bien que ce sont des sujets qui sont de potentiels déstabilisateurs pour l'État. Et la priorité du gouvernement reste la stabilité de l'État et la stabilité sociale. Et on a pu voir des choses comme le documentaire Under the Dome, par exemple, qui a été créé par Chai Jing et qui a été censuré 5 jours après sa diffusion, alors qu'il avait été au préalable validé par le gouvernement, mais parce que jamais ils auraient imaginé le tollé que ça ferait sur les sujets de pollution et les mouvements qu'il pourrait y avoir sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir aussi des Est-ce que tu protestations. peux nous dire ce que c'est, du coup, ce documentaire? Je le connais pas Alors, c'est un personnellement. documentaire qui a été réalisé par une présentatrice d'information chinoise, qui est très très connue et très suivie. Et son enfant a eu un cancer et elle attribue le cancer de son enfant à la pollution. Et donc, elle a décidé de faire un documentaire pour éveiller les consciences sur les impacts sur la santé de la pollution. Le gouvernement voulant passer à cette époque des lois et des mesures assez drastiques sur la pollution et sur les mesures environnementales, notamment dans l'industrie et dans les usines, a validé ce documentaire en se disant que ça allait être un moyen de favoriser, de mieux faire passer les lois qu'ils cherchaient à faire passer. Et en fait, le tollé a été tel et l'engouement sur les réseaux sociaux a été tel que le gouvernement a fini par censurer le documentaire 5 jours après. Il est aujourd'hui introuvable sur l'internet chinois. Donc c'est exactement ce que le gouvernement cherche à éviter, et donc beaucoup d'actions par le gouvernement va être menée dans le but d'éviter n'importe quel mouvement sur les réseaux sociaux, de contenir n'importe quelle protestation au niveau local, parce qu'il y a des cancers qui pourraient se développer dans certains villages à cause de toute la pollution de l'eau, des terres, etc. Donc c'est pour ça que le gouvernement a vraiment pris à bras le corps ce sujet. Et de même que la transition énergétique, on a vu la Chine, notamment suite à ce plan sur 5 ans, investir massivement dans les énergies renouvelables. C'est évidemment très positif, et on ne peut pas le blâmer d'aller dans cette direction. Après, les énergies renouvelables aujourd'hui fonctionnent, 60% du mix énergétique en Chine est toujours du charbon. Donc ce sont des énergies renouvelables qui fonctionnent au charbon. Donc certes, ça dépollue les villes, mais ça n'empêche que ça ne réduit pas vraiment l'impact en termes d'émissions. En plus de ça, la Chine maîtrise quand même une grosse partie de l'approvisionnement des métaux rares. Donc il y a aussi des enjeux évidemment économiques et géopolitiques. Et aujourd'hui, on a vu que on a quand même atteint un plateau en termes d'investissement dans les énergies renouvelables, et que la Chine réinvestit même, continue d'investir dans les centrales à charbon. Donc, et notamment aujourd'hui en période de crise où elle doit relancer la croissance économique, la relance de la croissance se fait beaucoup par l'investissement dans des nouvelles centrales à charbon. Donc, c'est vrai que la politique du gouvernement est très en même temps aussi finalement. Oui. Tu penses que la crise actuelle avec le Covid, elle va changer quelque chose côté gouvernemental ou sur les consciences? Je pense que la crise actuelle renforce vraiment la confiance que les Chinois ont dans le gouvernement, au final, et parce que surtout grâce, entre guillemets, je dirais, au débâcle qu'il peut y avoir à l'étranger, qui joue vraiment à la faveur du gouvernement chinois aujourd'hui sur leur gestion de la crise. Après, en ce qui concerne la sustainability, je ne sais pas s'il y a vraiment un rapport direct. Je pense quand même que aujourd'hui, sans pouvoir vraiment faire un lien directement avec la crise actuelle, je pense que c'est trop tôt pour le dire, mais on voit déjà quand même une dynamique chez les consommateurs chinois, et spécialement chez les jeunes, donc chez les millennials et la génération Z, une des dynamiques de consommation qui commencent vraiment à être différentes. Donc la santé reste toujours la priorité, mais je pense qu'on commence à avoir quand même un intérêt pour les produits sustainable,
Chez la génération Z, encore plus que chez la génération des millennials, je pense qu'on voit une rupture assez forte en termes d'appropriation des enjeux. Je pense que c'est la première génération qui commence à vraiment étendre leur prise de conscience à des enjeux peut-être plus globaux, comme le sujet du plastique, le sujet du changement climatique, et avoir une prise de conscience qui est plus seulement ma santé et mon environnement, mais la situation du monde et la biodiversité et les pays en voie de développement, et comment est-ce que on peut contribuer et comment est-ce qu'on peut avoir un impact global. Donc ça, c'est une rupture qui est assez forte et qui est pour l'instant évidemment très à la marge, parce qu'on parle de la génération Z, on parle d'une génération Z très éduquée dans des zones urbaines. Donc c'est vraiment des signaux faibles pour l'instant, mais des crises comme celles qu'on a vécues ou celles qui vont continuer de survenir peuvent évidemment continuer à pousser dans cette direction en termes de la prise de conscience. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais, lorsque tu parlais du coup du plan 5 ans de 2016 du parti communiste chinois, tu parlais de croissance modérée. Euh, est-ce que c'est un terme enfin, est-ce que c'est un terme qui revient en Chine par rapport au fait, on sait tous que la Chine, du coup, c'est l'usine du monde et du coup, bien entendu, cherche la croissance comme la plupart des pays, bien malheureusement. Euh, Est-ce que tu penses que c'est un, un mot qui est enfin, disons une philosophie qui peut voir le jour en Chine? Ou comment est-ce que tu vois la situation? Est-ce que c'est plus basé du coup sur la technologie plutôt que sur la sobriété? Alors certainement plus basé sur la technologie, que sur la sobriété. Après, la croissance modérée a été quelque chose qui a été vraiment dit par le parti. Après, quand on dit croissance modérée en Chine, on, on est passé d'une croissance à 10-12% par an à maintenant 5-7. Donc, c'est euh, c'est certes une croissance modérée, mais ça reste une croissance qui est tout de même assez forte. Et je pense que la Chine sait aussi très bien que de toute façon, elle a passé son pic d'hypercroissance et qu'aujourd'hui, la croissance va se stabiliser. Euh, Après, il y a évidemment une volonté de garder une croissance qui est forte, mais de la rendre plus sobre énergétiquement grâce à la digitalisation, à la tertiarisation de l'économie, grâce aux nouvelles technologies, à la croissance verte, en somme. Et au final, c'est aussi beaucoup lié à la Chine qui aujourd'hui délocalise elle-même ses industries dans d'autres pays. Et, euh, et c'est aussi là où il faut être un peu méfiant, c'est que la Chine veut rendre son territoire plus propre, certes, mais peut-être que ce sera aussi juste en délocalisant sa pollution ailleurs, comme nous, on a pu le faire en la délocalisant là-bas. Et toi, de ton côté, comment est-ce que tu penses que ça va évoluer d'ici 2050? Waouh. Euh, alors, globalement ou en Chine? Bah, Chine et globalement, parce qu'en fait, je pense que grâce à ce que tu peux vivre en Chine, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, c'est l'usine du monde, c'est un peu le poumon un peu de la planète avec les États-Unis. Donc, si la Chine va mal et si la Chine ne va pas dans le bon sens et si les autres également pays vont pas dans le bon sens, à terme, ça va être un peu compliqué. Donc, un peu, voilà, avec bien entendu ton expérience que tu as en Chine, où est-ce que tu vois, enfin, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer d'ici 2050? Je pense que le fait d'être en Chine, ça montre qu'il y a. Enfin, la Chine est un pays vraiment très particulier où les gens pensent vraiment différemment que nous, où les gens n'ont pas du tout les mêmes attentes. Et ça montre aussi ce que ça peut donner quand. Enfin, la direction dans laquelle on voit aller la Chine, par exemple, c'est un pays qui devient de plus en plus autoritaire et par lequel je pense la transition écologique va passer par un État très très fort et, euh, et de plus en plus autoritaire. Quand on parle chez nous parfois d'avoir peur de dictature verte,
Je pense que c'est un scénario qui est presque crédible aujourd'hui en Chine. Enfin, de voir une transition qui est vraiment maîtrisée par un État très fort qui va peut-être gamifier les comportements, surveiller les moindres faits et gestes, avoir des crédits carbone peut-être qu'on peut, qu'on peut utiliser selon un certain quota et qu'on peut peut-être acheter aux autres ou autres. Donc ça, je pense que c'est une version qui paraît pertinente pour la Chine aujourd'hui, parce que c'est par là qu'elle va. C'est quelque chose qu'on a envie d'éviter chez nous. Je pense que c'est intéressant de se rendre compte que c'est aussi en train de se passer ailleurs et de voir que c'est pas vraiment ce dont on rêve chez nous et qu'il faut faire attention aussi à la vitesse à laquelle ça peut aller, d'aller vers de plus en plus de contrôle et dans le mauvais sens des individus et une société ultra surveillée. Après, je pense que c'est très compliqué de dire où est-ce qu'on sera en 2050. Je pense que ce qui est clair aujourd'hui, c'est que quand on regarde les faits, pour n'importe qui se penche vraiment sur la question et qui regarde vraiment à quel point, qui se rend compte de la situation dans laquelle on est et de l'état de la planète aujourd'hui et du peu de marge de manœuvre qu'on a aujourd'hui, je dirais que la direction, elle est assez claire et il y a plein de gens qui la portent aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a vu avec ce qu'on voit avec la Convention climat, par exemple, ou toutes les personnes qui font de plus en plus parler d'elles pour de très bonnes raisons, de Jean-Marc Jancovici à Pablo Servigne ou Cyril Dion ou d'autres qui vraiment euh, font un état des lieux qui est très clair et qui est au final très pragmatique et qui nous montre les différents choix qui s'offrent à nous. Et je pense que c'est important de se rendre compte qu'on peut en effet soit agir maintenant et espérer qu'en 2050, on arrive peut-être dans le meilleur des cas, à avoir complètement réinventé notre démocratie, à avoir complètement relocalisé notre économie, à avoir drastiquement réduit notre empreinte écologique, à avoir régénéré l'environnement, à avoir reboosté la biodiversité. Ou alors, on va clairement vers un scénario beaucoup plus dystopique où les crises comme celle qu'on a connue et d'autres vont se succéder et vont être impossibles à gérer, vont créer de la violence, et vont peut-être nous mener vers, au final, un contrôle étatique très très fort comme celui qu'on peut voir se dessiner en Chine aujourd'hui. Ouais, ça c'est sûr. Quels seraient du coup tes conseils pour commencer à entreprendre de manière durable et pour y arriver comme tu as pu le faire? Déjà sûrement d'être curieux et de s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui. J'ai un peu du mal à comprendre comment avec la, la, la taille des enjeux qui sont devant nous et la place que ça prend aujourd'hui dans le débat et dans la société et dans le monde de l'entreprise, peu importe, comment est-ce qu'on peut ne pas avoir envie d'aller s'éduquer sur ces sujets, de s'informer sur ces sujets, d'aller confronter un peu nos idéologies et nos idées avec d'autres avis, sortir un peu de la bulle dans laquelle on peut être et même en termes généraux, vraiment essayer de s'émanciper un peu d'une éducation qu'on a pu avoir qui nous a expliqué que il fallait suivre un chemin tout tracé, qu'il fallait en priorité avoir peut-être acheté une maison et une voiture, etc. Je dis pas que c'est mal, mais en tout cas se permettre de sortir de ce chemin un peu tout tracé pour se poser d'autres questions et se dire que on n'a qu'une vie et que quand on voit les enjeux qu'il y a aujourd'hui et toutes les possibilités qu'il y a aussi pour agir, toutes les différentes façons dont on peut agir, euh, pourquoi attendre et pourquoi ne pas commencer à se poser la question. Je pense qu'il y a plein de moyens de le faire. On peut le faire à côté de son travail, on peut le faire dans son entreprise. Il y a vraiment plein de moyens de s'investir et commencer par être curieux, s'informer et s'éduquer sur ces sujets. C'est une première étape qui me paraît assez importante. Surtout que tu es très bon exemple sur les sujets que tu viens d'évoquer. D'agir d'une part en parallèle de son gagne-pain, lorsque tu travaillais en parallèle de fait,
et après, par la suite, quand tu as lancé Fait directement début 2019. J'ai pu également voir que tu étais formatrice sur la fresque du climat. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc on a rencontré le fondateur de la fresque du climat, en Chine, hem et on a été formés, à l'outil, hem, en fin 2019 et aujourd'hui on est, devenus, référents pour, la fresque du climat, à Shanghai. Donc on l'utilise aussi bien, auprès d'entreprises, mais on intervient aussi, auprès du grand public, via des événements ouverts à tous et on essaye d'utiliser, ce très bel outil, pour vraiment sensibiliser plus de gens, aux enjeux du changement climatique, en Chine, qui est un sujet qui, certes, commence à faire parler, mais qui est encore, évidemment très mal compris et sur lequel il peut y avoir beaucoup de confusion, entre la pollution notamment et le changement climatique. Je vais rappeler ce que c'est la fresque du climat. Coupe-moi si j'ai tort, vu que tu es la formatrice aujourd'hui. C'est un jeu qui permet, d'éduquer sur les tenants et les aboutissants du réchauffement climatique et de comprendre les causes et les conséquences de l'action humaine sur ces enjeux climatiques. Heu, Quels sont les types de personnes que tu formes et que tu accompagnes à la fresque du climat? En plus, c'est une sorte de formation, intensive et sur un temps, très, très réduit, mais très efficace de 3 heures, qui permet, vraiment, comme tu disais, de vraiment bien avoir la big picture, heu, des différentes causes, des différents effets, des différents enjeux, du climat. Donc on le fait avec, des entreprises, soit, généralement pour, par exemple, un team building où ils ont envie d'utiliser, un outil sur le thème de la sustainability ou alors pour un comité, RSE d'entreprise, hem, qui peut avoir le changement climatique, intégré à sa stratégie et qui a besoin de peut-être sensibiliser un peu plus, son équipe aux enjeux du changement climatique. Disons que c'est une bonne introduction pour, pouvoir, mettre tout le monde au même niveau sur le sujet et ensuite pouvoir réfléchir ensemble à où est-ce que l'entreprise peut agir. Après, on l'utilise aussi avec, dans le cadre d'universités ou d'organisations plus à but éducatif, donc pour des jeunes. Et là, souvent, c'est des jeunes chinois qui préparent leur dossier pour partir étudier à l'étranger, souvent aux États-Unis, et chez qui c'est très bien vu d'avoir des activités en lien avec le développement durable et les enjeux de changement climatique dans leurs expériences. Donc c'est ce qui les amène à faire cette formation, enfin cette activité. OK. Moi, c'est la fresque du climat, je sais que c'est l'une des formations qui m'a le plus marqué. Je l'ai faite en début 2019, si je me trompe pas. Et du coup, ça m'a permis, même si on connaissait un peu tous les tenants et les aboutissants, même si je connaissais les tenants et les aboutissants du de la transition, et du réchauffement climatique, ça permet vraiment de remettre, les bons termes aux bons endroits, de pouvoir, réavoir, une vraie notion de ce qui va se passer et de comprendre surtout les conséquences et de comprendre que tout est vraiment lié et tout est imbriqué. Donc c'est assez intéressant comme outil. Hem Avant de finir, du coup, la fresque du climat, c'est un des outils qu'on peut du coup utiliser pour se former et commencer en tout cas à se développer intellectuellement sur ces sujets de développement durable. Quels sont les autres contenus que euh, tu recommanderais de, de lire, de regarder en vidéo, etc., pour justement commencer à se créer une conscience écologique? Donc oui, en effet, la fresque du climat, ils font des formations en plus en ligne aujourd'hui, depuis le début de la crise, donc n'importe qui peut participer de n'importe où. Donc ne pas hésiter à regarder sur leur site, pour s'approprier ce sujet. Après, ben, moi, ce qui a été vraiment un un gros déclencheur dans ma prise de conscience ou qui l'a vraiment amené à un niveau supérieur, c'est les conférences d'Adrastia et de Vincent Migneron sur Mhm. donc ce qu'on appelle la collapsologie, bien que ça fasse débat. Je pense que c'est mine de rien un très très bon moyen de comprendre la complexité
les interactions entre les différents sujets. Et donc les livres de Pablo Servigne aussi, évidemment, pour moi, c'est un peu la base. Je pense qu'on doit passer par là, même si ça peut être compliqué. Je pense que c'est nécessaire de vraiment pouvoir comprendre comment les sujets sont imbriqués les uns avec les autres, comment ça va vraiment au-delà de différentes crises qui évoluent les unes en parallèle des autres, comment c'est vraiment des crises qui sont liées. Et donc les livres de Pablo Servigne, pour ça, je trouve, sont un bon moyen de passer par là et en même temps, après, de continuer sur une ouverture à OK, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec le livre qu'il a fait aussi sur l'entraide et celui Une autre fin du monde est possible. Et après, il y a des heures et des heures de vidéos incroyables sur YouTube sur tous ces sujets. J'ai déjà cité Jean-Marc Jancovici, mais je pense que c'est un gros must aussi. Arthur Keller, il y en a plein d'autres, mais c'est déjà une bonne base, je pense, pour s'approprier ces enjeux. Et après, évidemment, pas hésiter à aller regarder du côté plus des solutions et de comment est-ce qu'on peut, une fois qu'on s'est approprié ces sujets, comment est-ce qu'on peut vraiment passer à l'action avec plutôt des livres comme celui de Cyril Dion peut-être ou le documentaire Demain. Rob Hopkins aussi, sur le fondateur des Transition Town, qui sont des belles mises en pratique de comment est-ce qu'on peut agir à son échelle. Très bien, ça fait beaucoup de contenu. Je les partagerai bien entendu dans le descriptif du podcast. Tu devras sûrement me faire un petit récapitulatif, histoire que j'en loupe, quand j'en loupe pas directement. Mais en tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci pour ton temps, Pauline, aujourd'hui. Du coup, pour rappeler, Pauline est du coup basée à Shanghai et on fait ça à distance, comme vous pouvez l'imaginer. Compliqué de se déplacer en Chine en ce moment et je pense que niveau impact environnemental, ça aurait été un peu étonnant de faire cet aller-retour en avion. Exactement. Je pense que ça aurait été très peu écologique. Donc, merci en tout cas pour ton temps, Pauline, aujourd'hui. Merci à toi pour ton Moi, c'était un invitation. plaisir de se recevoir aujourd'hui ça a été un plaisir de se recevoir aujourd'hui dans le podcast. Si les auditeurs souhaitent te joindre, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Sur LinkedIn, je réponds, je suis assez active sur LinkedIn et je réponds, donc pas de souci pour me contacter via LinkedIn. Voilà, LinkedIn, quel bel outil. Pauline Soudy, S-O-U-D-Y. Voilà, merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup, Antoine. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite.